Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, pas à pas, comment mettre en pratique une ACP en Python. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z, à partir du nettoyage, des stats univariés, les stats bivariés, l'ACP, comment est-ce qu'on interprète les stats, quels sont les critères. Suivez bien la vidéo parce que ça va vous aider à faire l'exercice que je vous ai donné hier, qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vais vous présenter toutes les étapes que vous devez suivre pour pouvoir réaliser cet exercice. Donc voilà, je vous laisse avec mon notebook et on se retrouve juste après. Comme je le disais en introduction, on va voir ensemble toutes les étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir faire une ACP de qualité. On va commencer tout de suite avec l'importation des packages. Vous connaissez déjà Panda, on a déjà fait une vidéo sur Panda. On va importer Matplotlib pour pouvoir faire les graphiques, Seaborn pour faire les graphiques améliorés, NumPy pour les calculs numériques. Le nouveau package qui est dans ce projet, c'est le package Escalon. En fait, c'est un package qui est très populaire pour pouvoir faire les modèles de machine learning. Donc, dans ce package, on va travailler avec des compositions qui nous permet de faire la PCA. On va également travailler avec Preprocessing pour pouvoir normaliser nos jeux de données. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant-hier, en fait, l'ACP repose énormément sur la normalité, sur la taille des variables. Donc, il faut se rassurer que les variables sont sur la même échelle. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument standardiser toutes vos variables. Donc, maintenant, on va importer les données. Moi, j'ai un jeu de données Iris, c'est le jeu de données populaire. Tous ceux qui apprennent la data science connaissent c'est quoi Iris. Donc, moi, je vais importer ici. Iris, c'est pd.read CSV. Ça, on a vu ça aussi. Ici, j'affiche uniquement les 5 premières lignes pour essayer de voir à peu près quelles sont les variables qui sont dans ma base de données. Ici, je vois bien que dans la base de données Iris, j'ai 5 variables. J'ai la taille des sépales, la largeur des sépales, la taille des pétales, la largeur des pétales, ainsi que la variété. Est-ce que c'est Setosa? Est-ce que c'est... Il y en a 3, on verra ça plus tard. Donc, une fois que vous avez chargé les données comme moi, je l'ai fait ici, prochaine étape, il faut toujours faire ce qu'on appelle l'analyse des dimensions de la base. Combien de lignes, combien de colonnes en gros. C'est ce qu'on appelle avec l'option .shape de Python qui est juste là. Vous allez avoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ici, on voit qu'on a 150 lignes et 5 colonnes dans notre base de données. Donc ça, c'est bon. Donc une fois qu'on a cette information, il faut également regarder à peu près quel type de variable. Parce que parfois, lorsqu'on fait des importations, on peut se tromper au niveau des types. Donc se rassurer par exemple que toutes les colonnes sont numériques et que la colonne variété, c'est un caractère. Là, je l'ai fait ici, df.dtype, et j'ai l'ensemble des types de différentes colonnes qui sont principalement des floats, c'est-à-dire des nombres continus avec des virgules, variété object, donc c'est une chaîne de caractères. Une fois que c'est fait, prochaine étape cruciale dans tout projet, analyser les données manquantes. Donc ici, je vais tout simplement faire un df.isNull.sum pour pouvoir avoir l'ensemble, le nombre de valeurs manquantes par variable. Et comme vous vous en doutez, dans la base Iris, il n'y a aucune donnée manquante. Mais dans la vraie vie en général, il y a des données manquantes et il faut que vous preniez le temps de l'analyser, de les interpréter et de les corriger. Bon, ici, on n'aura pas à le faire, mais comme réflexe, à chaque fois que j'ai ma base de données, j'analyse le nombre de données manquantes. S'il y a des données manquantes, j'essaie de les traiter. Est-ce que j'impute? Est-ce que je supprime? Suppression toujours en dernier recours. Là, j'ai déjà nettoyé ma base de données. Maintenant, je passe à la prochaine étape qui est l'analyse descriptive de ma table. En termes d'analyse descriptive de la table, premier point, il faut toujours faire un df.describe. C'est une fonction puissante de Panda qui vous permet d'avoir en un seul code l'ensemble des caractéristiques de toutes les variables numériques de la table. Ici, vous voyez que en général, la longueur du sépale, en moyenne, on est autour de 5,84. La fleur qui a la plus grande sépale est autour de 7,9. Au niveau de la largeur, on a en moyenne autour de... c'est où là la moyenne croix et le maximum c'est 4,4. Pétale, on est autour de... Le maximum c'est 6,9. Et la largeur c'est 2,5. Donc une fois que vous avez ça, on fait également la même chose en termes de fleurs. Il faut qu'on analyse la répartition. Vous faites include égal object. Ici vous avez en général 150 variétés de fleurs dans la base de données et en termes de fréquence, le maximum c'est 50 par variable. Une fois que c'est fait, maintenant on va passer à l'analyse de la dispersion de la variable numérique. On fait le boxplot ici. Ça j'ai utilisé Seaborn, boxplot, je mets la data frame. On observe tout simplement qu'en général, les variables sont plutôt homogènes, on va dire, il n'y a pas trop de valeurs extrêmes, en dehors de la variable largeur de la sépale, où il y a quelques fleurs qui ont des valeurs extrêmes. Mais ici, on ne va pas trop les gérer, mais dans un travail sérieux, il faut que vous preniez le temps d'identifier ces valeurs extrêmes. En général, on a deux méthodes classiques qu'on utilise pour pouvoir identifier les valeurs extrêmes. On a ce qu'on appelle l'IQR, le Z-score. On reviendra sur ces notions plus tard, mais pour l'instant, on n'en parle pas, mais retenez que valeur extrême, c'est super important. Donc, on va ensuite analyser la normalité de toutes les séries, parce que s'il faut qu'on fasse des tests statistiques,
il faut que la série soit plutôt normalement distribuée pour pouvoir faire des tests paramétriques. Donc, je vais analyser la normalité avec le test de Shapiro-Wilk, qu'on a vu la dernière fois aussi. On fait d'abord l'histogramme. Ici, ceci, ça semble être normal. Donc, ça suit la loi normale. On a le test qui est juste là. On fait ça pour toutes les variables. En général, la plupart des variables vont suivre la loi normale, sauf celle-ci. Vous voyez, ici, ça n'est pas la forme du mot normal. Donc, le test, la p-valeur est inférieure à 0,05. Donc, on rejette l'hypothèse de normalité. Alors, pourquoi ça fait ça? Écraser, je vais écraser, disons. Voilà. Une fois que c'est bon, on va passer à l'analyse des variables qualitatives. Vous voyez, on a une seule variable qualitative. On essaie de représenter un bar bloc. Ici, je vois qu'en général, on a 50 types d'espèces. Donc, c'est uniquement 50. Donc, ça va aussi. Vous pouvez faire également un camembert pour avoir les proportions. En général, c'est 33% par variable. Donc, on a fait le box plot. On a vu la normalité. En général, les variables sont normalement distribuées, sauf une. C'était laquelle? Sauf deux, pardon. La longueur du pétale et la largeur du pétale, les deux variables ne sont pas normalement distribuées. Donc, au niveau des tests statistiques, ces variables, on ne peut pas faire des tests paramétriques là-dessus. Grosso modo, l'analyse univariée est terminée. Je résume l'analyse univariée. J'analyse un peu le data frame, c'est combien de lignes, combien de colonnes. J'analyse les valeurs manquantes. Est-ce que je supprime? Est-ce que j'impute? Est-ce que je remplace? Je regarde à peu près la distribution de mes variables numériques, la répartition de ma variable catégorielle. Ensuite, j'analyse la normalité de mes séries. Ça me permet de conclure la phase d'analyse univariée. Et ça me permet de décrire ce que j'appelle souvent la fleur moyenne, parce qu'on a vu la moyenne des quartiers et la variance. Une fois que c'est fait, on passe à l'analyse bivariée. En termes d'analyse bivariée, sous Seaborn, vous avez un magnifique paquet, magnifique fonction pairplot qui vous donne déjà une représentation graphique de l'ensemble des fonctions. Donc là, j'ai déjà tout représenté, j'ai tout lancé, le code pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais globalement, ici, lorsque vous faites de pairplot, vous vous rendez compte que plus la taille du sépale augmente, plus la taille du pétale augmente. Pareil, on a aussi ici, entre la taille du pétale et la taille du sépale, on a également une relation plutôt linéaire entre la largeur du pétale et la taille du pétale. Donc, vous voyez à peu près la corrélation. Donc, vous voyez déjà comment est-ce que les variables évoluent entre elles. Prochaine étape, je vais mettre en place la matrice de corrélation pour pouvoir juger cette relation positive que j'ai vue sur le graphique avec une heatmap. En gros, vous calculez la corrélation avec un point core et la heatmap vous donne à peu près l'intensité des différentes relations. On voit bien qu'il y a une forte relation linéaire entre la largeur du pétale et la longueur du pétale. Ça se voit même d'ailleurs ici, vous voyez que cette courbe est plutôt linéaire. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a une corrélation de 0,86. Les autres variables, on a des corrélations autour de 0,82, c'est plutôt positif. Ce que je n'ai pas commenté, vous voyez, c'est plutôt les corrélations sont plutôt faibles. Moins 0,12, moins 0,43, c'est plutôt faible. En général, à partir de 0,60, on considère que la corrélation est forte. Donc ici, il y a 4 relations qui doivent nous attirer notre attention. Premièrement, la longueur du sépale, la largeur du pétale, la longueur du sépale, la longueur du pétale. Et celle-ci aussi, plus augmente, plus l'autre va augmenter. Quand c'est positif, c'est ça. Ici, c'est négatif, mais ce n'est pas trop important. Donc, c'est pour ça que je ne commente pas ça. Voilà. Donc là, je fais en fait l'analyse des box plots bivariés pour voir s'il y a une relation entre ces variables et mes types de fleurs. Typiquement, on voit que généralement, les fleurs Virginica ont de longues pétales, elles ont de longues sépales et la largeur des pétales sont également plus élevées pour les fleurs Virginica. Par contre, si on voit les fleurs Setosa ont la largeur du sépale des fleurs Setosa est plutôt beaucoup plus longue que celle des autres fleurs. Il faut maintenant confirmer cela par une analyse, par un test statistique. Comme on a 3 modalités, on va se diriger par un test de Kruskal-Wallis parce qu'on a vu que la normalité n'était pas vérifiée pour 2 variables. Donc, on va mettre ensemble en place un test de Kruskal-Wallis ici, qui vous donne la différence et on se rend compte que la différence est significative sur toutes les variables à peu près. Donc, en général, il y a toujours une variable qui est plutôt plus élevée qu'une autre. Comme on a vu, ici, c'est plutôt le Setosa qui a la plus petite caractéristique dans l'ensemble. Mais, on a l'impression que la largeur de Setosa est beaucoup plus élevée. C'est ce qui différencie la Setosa des autres fleurs. Donc, voilà à peu près. Donc là, l'analyse bivariée est terminée. Je répète juste ce qu'on a fait. On a fait les box plots bivariés pour pouvoir voir à peu près comment les types de fleurs se répartissent en termes de types de variables. On a confirmé nos soupçons avec un test de Kruskal-Wallis. Si vous avez des variables qualitatives, il fallait que vous rajoutiez en fait des tests de Key2, des V de Kramer pour pouvoir voir l'intensité. Mais ici, comme on fait de l'ACP, on n'a que des variables quantitatives et en général, la variable qualitative ne sera principalement là que là pour pouvoir illustrer nos propos. Donc voilà. On a fini la partie bivariée, on passe à la partie ACP. Construction de l'ACP, on va utiliser PCA de Escalon, Preprocessing pour pouvoir normaliser les données.
Donc, on va commencer ici. On va prendre la variable x. En fait, c'est l'ensemble des variables explicatives. Donc, pardon, les variables numériques. Et la variable y, c'est le type de flux, en fait. Première étape importante, on normalise toutes les variables numériques pour éviter le fameux effet taille dont je vous parlais. Donc, on normalise tout avec, on va créer un objet de type standard scalar. Après, on va faire un point fit pour pouvoir appliquer nos transformations à la variable. En fait, c'est ça le principe de cette scalar. En gros, vous avez plutôt standard scalar, c'est un objet, en fait, c'est une classe. Ensuite, on applique une transformation à cette classe en passant en paramètre l'ensemble des variables x. Ça va transformer toutes ces variables en variable normalisée. Une fois que c'est fait, on va appliquer la PCA. Donc, c'est la même chose ici. Classe PCA et on va transformer, on va appliquer cette PCA sur nos x. Donc, une fois que c'est fait, lorsqu'on a fait la PCA, je vais vous montrer les graphiques en fait, que j'ai déjà fait, j'ai déjà tout ressorti. La représentation graphique, c'est là. Voilà à peu près quand on fait la PCA, voici la représentation graphique qu'on a. Mais avant d'interpréter cette représentation graphique, il faut que vous choisissiez premièrement le nombre d'axes factoriels. Et comment est-ce qu'on choisit le nombre d'axes factoriels? Premier point, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle le strip plot, ou bien le diagramme qui va avoir en abscisse l'ensemble des axes factoriels et en ordonnée le pourcentage de variables expliquées par chaque axe factoriel. Donc ici, on a d'abord le tableau qui nous donne pour chaque axe factoriel la valeur propre. Comme vous le constatez ici, en fait, le premier axe factoriel, la valeur propre est 4,2. Plus la dimension augmente, plus la valeur propre augmente. C'est une des caractéristiques de l'ACP, en fait. Les premiers axes factoriels dans l'ACP expliquent la plus grande partie de l'information. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez que les valeurs propres sont plutôt décroissantes. Pareil, si on prend le pourcentage de variables expliquées, on se rend compte que, par exemple, le premier axe factoriel, à lui seul, explique 92% de la variable totale, de la variance totale. Deuxième axe, c'est 5%. Troisième, c'est 2%. Quatrième, 1%. Donc, plus le nombre d'axes augmente, plus la variance expliquée augmente. Donc, voilà. Sur le plan graphique, j'avais présenté la règle de Gould. En fait, on peut prendre un Gould à partir de 2. Donc, au-delà de 2 axes, on peut considérer que l'augmentation, le gain d'inertie n'est pas très important. Donc, ici, on va choisir 2 axes factoriels parce que les 2 premiers axes factoriels nous expliquent à peu près 98% de l'information totale. Donc, on va faire une analyse uniquement sur les 2 premiers axes. Avant d'interpréter l'axe, il faut absolument que vous preniez en compte l'ensemble des informations suivantes. Premièrement, rassurez-vous que les variables sont bien représentées. Pour pouvoir analyser la qualité de représentation d'une variable, il y a ce qu'on appelle le cosinus carré. En fait, je vous ai mis dans le notebook tous les détails techniques, mais globalement, lorsque le cosinus carré de la variable est supérieur à 0,5, on peut considérer qu'elle est bien représentée sur l'axe factoriel ou bien sur le plan factoriel. Deuxième critère important, c'est également la contribution de la variable à la construction des différents axes. En fait, il faut absolument que il ne faut pas qu'une variable contribue trop par rapport aux autres variables. On dit qu'une variable contribue trop à la formation d'un axe si sa contribution est supérieure à la contribution moyenne, c'est-à-dire 100% divisé par le nombre de variables. Donc ici, j'ai calculé le cosinus carré, comme vous le voyez ici. On peut conclure ici que, par exemple, la variable sépale est bien représentée sur le premier et le deuxième axe factoriel. La variable, si on prend la pétale length, c'est bien représenté sur le premier plan factoriel uniquement. S'il faut interpréter la longueur des pétales, il faut aller plutôt sur l'axe 3 en fait. Ici, on va se limiter aux 2 premiers, mais sur les 2 premiers axes factoriels, les 2 variables qui sont bien représentées, c'est la largeur des pétales, des sépales, pardon, et la longueur des pétales. Parce que la somme des cosinus carrés ici, ça fait plus de 50%. C'est comme ça que vous devez interpréter. Donc, pour ceux qui, par exemple, le pétale, lui, il faut aller sur le 4e axe pour pouvoir l'interpréter. Et sépale length, il faut que vous alliez sur le 3e axe. Étant donné qu'on va rester sur les 2 premiers, on va uniquement se concentrer sur les variables qui ont des cosinus carrés supérieurs à 50%. En termes de contribution, on voit bien que la variable pétale length contribue énormément à la formation du premier axe. La variable sépale width contribue énormément à la formation du deuxième axe. Donc voilà à peu près. Donc n'hésitez pas à regarder ces informations de qualité de représentation et de contribution avant d'interpréter vos travaux pour voir si les variables sont bien représentées. Je vous ai mis également les mêmes informations pour les individus. On a également la qualité de représentation et la contribution à la formation des axes. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez premièrement faire le graphique en fait, de cercle de corrélation entre les différentes variables. On voit bien que sur l'axe des X, en fait, la taille des pétales est bien représentée. Donc, en gros, on aura les fleurs qui auront des tailles des pétales élevées. Et sur l'axe des Y, c'était la largeur des sépales qui était bien représentée. Donc, on aura tendance à avoir des fleurs sur cet axe qui ont des largeurs des sépales trop élevées. Pour pouvoir confirmer cela, il faut absolument que vous fassiez ce qu'on appelle le graphique de superposition des individus et des variables. Maintenant, il faut que vous complétez vos analyses avec le graphique de superposition
des individus et des variables. On a dit tout à l'heure qu'ici, on a des fleurs qui ont des largeurs de sépales plutôt élevés. Vous voyez qu'en général, ce serait plus précisément les fleurs Setosa. Quand les analyses variées qu'on a fait jusqu'ici, on voit bien que les Setosa sont bien des fleurs qui ont des largeurs de sépales plus élevées. Donc, vous voyez bien que l'ACP, les résultats qu'on a en ACP ne font que confirmer nos observations qu'on avait déjà en analyse unie et bivariée. Et là, on avait sépales lymphes. On a plutôt les fleurs qui ont des sépales lymphes élevés, parmi lesquelles Vegenica et Vesicolor. Donc voilà globalement comment vous pouvez faire vos analyses. Voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à vous inspirer de ce notebook pour pouvoir faire des exercices. Ceux qui vont réaliser l'exercice, n'hésitez pas à me contacter dans le groupe Discord, le lien est en description. Comme ça, je peux organiser le live qui va se tenir le dimanche à 21h. Ce sera notre premier live. On va corriger l'exercice ensemble en direct. L'idée de cette vidéo, c'était de vous donner en fait les bases. Rappelez-vous en fait la qualité de représentation, c'est important. Une question pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. À partir de combien de cosinus carrés on peut considérer qu'une variable est bien représentée sur un axe? N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye!